Si toi aussi tu te demandes c'est quoi un doctorat, tu es au bon endroit. Je suis Rony Abessidan, un doctorant en IA et cybersécurité à Lille, et aujourd'hui, je vais t'aider dans tes recherches. Le doctorat, c'est un parcours flou, méconnu et peu valorisé en France. Il est temps de le démystifier. Avec thèse, antithèse, synthèse, le doctorat n'aura plus de secret pour toi. L'épisode va bientôt commencer. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Thèse, Antithèse, Synthèse. Dans cet épisode spécial, nous avons avec nous 4 jeunes docteurs, 2 en sciences exactes et 2 en SHS, et nous allons revivre ensemble les moments marquants de leurs thèses respectives. Ces moments marquants, évidemment, ils seront subjectifs. Pour certains, ça peut être l'enseignement pour la première fois. Pour d'autres, ça va être le fait d'avoir eu son premier article accepté ou rejeté. Bon, je ne vais pas tout vous spoiler. Et je vous propose tout de suite de démarrer avec la présentation de nos invités, comme on en a l'habitude. Alors, est-ce que, par exemple, Camille, tu pourrais commencer par te présenter? Bonjour à tous, donc je m'appelle Camille, je suis actuellement responsable éditorial et pédagogique pour une entreprise basée sur Paris qui conçoit des ressources numériques éducatives et je suis donc docteur en psycholinguistique. Super, merci pour cette présentation. Jean, est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Jean Fédy. Pour faire un petit CV, le rapport avec la thèse, donc j'ai effectué mon doctorat entre 2016 et 2019 en mathématiques appliquées à l'imagerie médicale principalement, entre l'École normale supérieure à Paris et celle à Cachan. Ensuite, j'ai passé les années Covid donc en postdoc à Londres. Et maintenant, depuis 2 ans, je suis chargé de recherche à INRIA Paris. Donc INRIA, c'est l'Institut national de recherche dans les sciences du numérique. Et je suis spécialisé en fait en santé numérique. Donc je travaille à la fois sur la santé publique et sur l'imagerie médicale. Très bien. Et maintenant, nous pourrons passer à Maria. Oui, bonjour. Donc moi, je m'appelle Maria Francesca Gigliotti. Je suis neuropsychologue et donc après ma formation de master et tout, j'ai fait une thèse en psychologie cognitive. Et tout de suite après, j'ai rejoint une start-up qui s'appelle Philboost en tant que chercheuse. Et aujourd'hui, en fait, je travaille comme chercheuse pour cette entreprise, mais en collaboration avec des universités. Du coup, je m'occupe maintenant de tout ce qui est autour de la perception des sons, de la musique et de l'impact émotionnel de la musique sur le quotidien des individus. Nickel, merci pour cette présentation, Maria. Et maintenant, nous pourrons passer à Riyad. Je m'appelle Riyad Bellakem, je suis docteur en machine learning et statistique. J'ai effectué mon doctorat au CEREMAD à Paris-Dauphine entre 2018 et 2021. Et actuellement, je suis en poste en tant que consultant, data scientist slash machine learning researcher dans une boîte à Paris. Voilà. Super, merci Riyad pour cette présentation. Si vous avez l'habitude d'écouter mes épisodes de podcast, d'habitude, je découpe l'épisode en interview par invité. Mais cette fois-ci, je propose plutôt de découper vos thèses chronologiquement et d'échanger tour à tour sur les moments qui vous ont marqué selon la période. Donc, je distribuerai la parole pour que ce soit plus simple. Et on va imaginer qu'on va découper en début de thèse, milieu de thèse, fin de thèse. Donc, je propose de commencer par Riyad, tout simplement parce qu'en fait, l'idée de cet épisode, ça m'est venu un peu de Riyad indirectement. Parce que dans l'épisode 9, j'avais invité Guillaume Saez, qui est un collègue de Riyad, sur la question de pourquoi et pourquoi faire une thèse. Et en fait, il se trouve que Guillaume m'a expliqué que Riyad avait fait une liste des 8 moments de l'enfer de la thèse. Et du coup, je me suis dit, ouais, incroyable, il faut que je l'invite, il faut qu'on fasse un épisode. Et en fait, plutôt que de parler que des moments de l'enfer, je voulais faire un épisode complet sur les moments marquants de la thèse. Et c'est pour ça qu'on est là ici. Donc, Riyad, je vais recommencer par toi et je vais recommencer surtout sur la période en fait de début de thèse. Donc, toi, par exemple, dans ton début de thèse, concrètement, qu'est-ce qui t'a marqué? Comment ça s'est passé ton début de thèse? Alors déjà, il faudrait restituer un peu le contexte. À l'époque, j'étais en master à Saclay, à Orsay. Et j'étais pas vraiment sûr de vouloir faire une thèse. La volonté claire et nette de vouloir en faire une s'est dégagée vraiment à la toute fin du master, quand les gens avaient déjà signé leur contrat, etc., etc. Donc, se poser la question du financement. J'avais en même temps une offre d'emploi à l'époque. Et l'offre d'emploi est arrivée en même temps que la réponse pour le financement, qui était positive. Et donc, tu ne peux pas imaginer à quel point j'étais extatique. Mon rêve de gosse, quand j'étais tout petit, c'était de faire de la recherche. Mes deux parents sont chercheurs. C'était un peu par mimétisme, on va dire.
Et donc, j'étais vraiment extatique. Je n'avais qu'une seule hâte, c'était que ça démarre le plus tôt possible, le plus vite possible. J'avais déjà commencé à lire des articles bien avant que la thèse démarre. J'avais commencé à gratter un peu de mon côté des choses. Et puis, ce jour de septembre, quand je suis arrivé à Dauphine pour m'inscrire et pour récupérer toute la paperasse administrative, c'était vraiment un bonheur, quoi. C'était vraiment un moment que j'attendais depuis très longtemps. En même temps, il y avait quand même un début d'appréhension parce que en voyant mes parents, surtout ma mère, j'étais âgé, enfin, j'étais en âge de me rappeler de ma mère en train de faire sa thèse. Je me rappelais que ça avait vraiment rien à voir avec ce qu'on faisait aux études. Il y avait vraiment quelque chose de l'ordre de la découverte où tu tâtonnes un peu dans une pièce noire et vide pour chercher l'interrupteur. Et jusqu'à ce que tu trouves l'interrupteur, tu vas te cogner pas mal de fois. Et ensuite, ça a démarré. Mais bon, je ne vais pas monopoliser la parole parce que c'est un des rares moments qui était heureux dans cette thèse. Très bien, mais du coup, concrètement, après, donc, dès ta première année, est-ce que tu as déjà commencé à écrire des articles, à en publier? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? En première année, non, alors, il y avait beaucoup un travail bibliographique sur le sujet que je voulais faire, parce que globalement, c'était un espèce de flou artistique. Le sujet s'est défini un peu au fur et à mesure et de plus en plus précis. Et il y avait j'ai eu de la chance, j'ai eu un premier moment d'eureka, on va dire, très rapidement, quasiment au premier mois, en lisant un article. Et globalement, il y avait une phrase à retenir de tout l'article. Et c'est cette phrase qui a motivé mon premier article à moi. Ce premier article qui a mis beaucoup de temps à venir parce qu'on n'était pas sûr des résultats. Les résultats semblaient incohérents avec la littérature existante, pardon. Euh, donc voilà, la première année, c'était vraiment découverte. En plus, il y avait mes premiers cours, les premiers cours que j'ai donnés. On m'avait donné des classes de master. Donc tu peux imaginer, moi, sortant d'un master 2, en train d'enseigner à des gens qui étaient en master 1, dont certains étaient plus âgés que moi. Le track, etc., la découverte de ce que c'est que la vie d'un laboratoire de recherche, les collègues doctorants, ce qu'ils faisaient. Ouais, c'était vraiment une année de pure découverte. D'accord. Donc en fait, finalement, ce qui était marquant, c'était déjà le fait d'avoir réussi à avoir la thèse, puis après ton moment d'Eureka et tes premiers enseignements. Ça t'a déjà un peu marqué. Ah oui, oui, clairement. Je ne sais pas pour vous comment ça s'est passé les premiers moments d'enseignement, mais moi j'avais un trac complètement dingue, hein. Et puis en plus, c'était pas particulièrement un sujet difficile qu'on m'avait donné, c'était un sujet dans lequel j'étais particulièrement à l'aise. Mais le fait de se retrouver pour la première fois devant une classe et être jugé par 30 personnes, ouais, c'était un exercice un peu particulier, ouais. Très bien, merci pour ce témoignage. Écoute, je pense qu'on peut passer la parole à Jean maintenant. Jean, est-ce que tu voudrais rebondir sur ce qu'a dit Riyad et est-ce que tu pourrais aussi nous communiquer les moments marquants, les moments qui t'ont marqué pendant ta première année? Tout à fait, en fait. Enchanté. Moi, pour rebondir par rapport à tout ce qu'a dit Riyad, enfin, je pense que l'intérêt pour tes auditeurs, c'est que j'ai eu une expérience quasiment diamétralement opposée, en fait. Et je pense que c'est peut-être pour ça que tu nous as invités. C'est que moi, la thèse, ça s'est très bien passé. J'ai pas eu de moment de l'enfer. En fait, le moment de l'enfer, c'était plutôt en postdoc. Mais par rapport à la thèse, notamment l'enseignement, en fait, moi, j'avais un sentiment de grande continuité parce que j'avais beaucoup enseigné déjà avant la thèse, quand j'étais à l'ENS. Je donnais des cols, par exemple. Donc ça m'avait déjà bien habitué à parler avec des jeunes, à essayer de leur communiquer, les comprendre. Donc ensuite, donner des cours, donner des TD, bah, c'était juste l'étape naturelle. Et après, dans mon métier actuel, maintenant, je donne des cours, des vrais cours, quoi, en master. Et finalement, sans rupture. Donc, ouais, moi, c'était beaucoup plus un sentiment de continu. Et aussi, justement, de manière opposée à Riyad, enfin, Riyad, c'était super intéressant. Enfin, toi, tu as décrit le sentiment de décrocher une bourse de thèse, enfin, comme une grande excitation, un moment fort. En fait, pour moi, c'était pas du tout ça. Bon, parce que j'étais très privilégié d'abord, parce que vu que je venais de l'ENS à Paris, en fait, la bourse de thèse a été garantie. Donc, voilà. En fait, on m'a dit, bah, après tes études, si tu veux faire une thèse, voilà, tu as les sous et après, tu fais sur le sujet que tu veux. Donc j'ai pu, enfin voilà quoi, il n'y avait pas vraiment d'enjeu par rapport au fait de faire sa thèse. Et l'enjeu, c'était plutôt par rapport au choix du directeur de thèse, ou de la directrice, mais dans mon cas, c'était un directeur, donc Alain Trouvé, qui est quelqu'un de formidable à l'ENS de Cachan. Et en fait, pour moi, quand tu m'as contacté pour faire ce podcast, la première image qui m'est venue à l'esprit, c'était un après-midi, enfin tous les mercredis après-midi que j'ai passé avec Alain Trouvé, tranquille, à prendre un petit café au pavillon des Jardins à l'ENS de Cachan.
C'est vraiment cette image-là en fait que je retiens de ma thèse, de la première année de thèse. C'est parce que comme tout le monde, évidemment, en sortant de master, on se met un peu la pression. On a envie de faire de la science. On est un peu excité. Et en fait, c'est l'intrus qui m'a appris à prendre le temps de faire de la science. En fait, qui m'a fait réaliser que en fait, passer 3 ans à temps plein sur un sujet, c'est très très long. D'accord? On s'en rend pas compte quand on est en master, quand on est en cours, parce que quand on fait des études, on fait plein de petits sujets en même temps, au moins 4 ou 5 sujets en parallèle. Et là, en thèse, vous avez un sujet et vous travaillez dessus. Et si vous ne travaillez pas dessus 6 mois ou 12 mois, vous travaillez dessus 3 ans. Et en fait, ça, c'est un luxe que personne d'autre dans le monde n'a. Enfin, vous êtes à peu près la seule personne, il y a peut-être 5 ou 6 autres doctorants dans le monde qui ont ce luxe-là sur le même sujet que vous, enfin, sur un sujet proche. Et je crois que ça, pour moi, c'est la leçon importante. Enfin, j'ai eu la chance d'avoir un directeur qui m'a fait prendre conscience de ça. C'est que, vu que j'avais ce temps, en fait, il n'y aurait pas de doute qu'au bout de 3 ans, je serais expert mondial de quelque chose. Ça, c'est ça le sens de la thèse. Donc après, en fonction de est-ce qu'on travaille bien ou pas, est-ce que le sujet nous correspond, ce quelque chose, il est plus ou moins intéressant, plus ou moins vaste, mais en tout cas, voilà, on aura cette expertise. Et donc, finalement, l'enjeu de la thèse, c'est devenu construis ton parcours, non pas comme une succession de petits mémoires de M2. Enfin, en fait, ne pas prendre ces 3 ans comme 6 fois 6 mois, mais vraiment essayer de construire quelque chose sur le temps long. Voilà, voilà. Alors, donc, désolé si je monologue un petit peu. Ronnie, tu nous as demandé qu'est-ce que vous avez pensé de vos premiers articles, acceptés ou refusés? Tout à fait. En fait, pour moi, c'est drôle parce que je m'en souviens plus. Ça m'a pas tant marqué que ça, du tout. Peut-être parce que j'avais la chance d'avoir cet encadrant et puis des co-encadrants un peu par ailleurs, qui m'ont aidé à relativiser, en fait. Qui m'ont dit: «Écoute, tu sais, Jean, la science, de l'extérieur, on dirait que ça avance par paliers, mais toi, ta compréhension du sujet, elle avance de manière continue». Donc peut-être l'image que je prendrais, c'est, j'aime bien dire que quand on fait de la recherche, on est un peu des cartographes du savoir. Et donc, il faut imaginer qu'on est dans les Alpes, vous voyez, on est dans un petit village, Châtillon dans les Alpes. Et votre mission, c'est cartographier ce qui est autour de vous. Et en fait, pour cartographier de manière un peu efficace, idéalement, vous voulez monter. Vous voulez un peu dépasser les 2000 mètres d'altitude, vous voulez avoir des points de vue qui vous permettent de voir un peu la vallée. D'un seul coup, de faire une carte un peu à grande échelle. Et au tout début, du coup, la première année de thèse, c'est l'année où on part de la vallée et progressivement on monte, en fait. On fait ces lacets qui nous amènent un peu vers la haute altitude. Et pendant toute cette étape, je pense que vous avez tous marché déjà en montagne, on est entouré par les arbres, on ne voit rien. Et de temps en temps, il y a une trouée et on voit qu'on a monté. Et on voit qu'on peut prendre, on a un point de vue un peu intéressant. Et pour moi, c'est ça les articles qu'on publie en première, deuxième année de thèse. C'est ces articles qu'on publie quand il y a un trou dans le couvert forestier. On dit: ah tiens, là j'ai monté. Bon, et puis parfois, c'est pas assez bien. Parfois, c'était pas top en fait, on n'est pas très bien monté, c'était pas très intéressant. C'est décevant sur le coup, mais en fait, si vous sentez avec vos petits pieds que vous montez en altitude et que vous avez confiance en vos directeurs, qui vous ont pas mené sur une petite colline, mais qu'un jour on va dépasser le couvert forestier et on va arriver à 2000-3000 mètres d'altitude, voilà, on peut avoir cette confiance-là. Enfin, je pense, pour moi, sur la thèse, c'est beaucoup ça, cette expérience, c'est qu'on avance dans la forêt, on espère qu'on est en train de monter, et en fait, si on est tout seul, c'est dur. Voilà, si on est tout seul, c'est dur parce qu'on ne voit toujours pas où on arrive. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir des directeurs qui m'ont rassuré et qui m'ont dit: t'inquiète pas, continue à monter. Finalement, dans le lièvre et la tortue, c'est la tortue qui gagne. Et c'est vraiment ça. C'est Donc, marrant cette analogie parce qu'en fait, il y avait à peu près la même analogie par une autre invitée dans l'épisode 4 sur le syndrome de l'imposteur. L'idée que la thèse, on peut voir ça comme une montagne un peu. Et même quand on arrive au sommet, finalement, c'est pas encore le sommet parce qu'il y a encore un plus grand sommet après. Enfin ouais. bref. Donc toi, finalement, ce qui t'a marqué dans ta première année de thèse, ce serait plutôt la découverte du sens de ta thèse ou de comment on fait de la science finalement. Ouais, tout à fait. C'est vraiment, c'était la sagesse en fait que m'a donné, qui a essayé de me transmettre. Je dirais pas que je suis sage, mais qui a essayé de me transmettre mon directeur et puis ses collègues. Ce truc de se dire, prends le temps et construis quelque chose, pas pour dans 6 mois, parce que voilà, comme Riyad, comme toi, Ronnie, moi je travaille en fait dans la communauté du machine learning.
Et dans la communauté du machine learning, c'est un peu frénétique en ce moment, sur les dernières décennies. Il y a cette obsession de dire tous les 4 mois, il y a une deadline, il y a une conférence, il faut publier, il faut publier, il faut publier. Et en fait, c'est facile de se laisser entraîner dans cette spirale-là, de dire le but, c'est de publier 10 articles avant la fin de ma thèse, on est super stressé. Et en fait, ça marche pas très bien. Il y a certaines personnes pour qui ça marche, mais je compare un peu ça à des gens qui cherchent de l'or, tu vois, ils sont là à faire des trous pour trouver une grosse pépite. Et c'est une stratégie qui est très high risk, high reward. Je pense qu'en tant que plan de carrière, c'est pas forcément foufou, c'est pas très sécurisant. Et à l'inverse, si on se dit, mais attends, on peut prendre du recul, on se dit, ouais, bah, si par exemple, si je construis des pioches, si je construis des outils pour les gens, ça va être moins stressant et en fait, limite plus utile. En fait, on peut avoir un impact plus positif sur la communauté en prenant le temps, en construisant des outils plutôt que en essayant de faire comme tout le monde, en fait, de creuser dans la rivière en espérant trouver une pépite. Oui. Et c'est vraiment ça qu'on m'a apporté. C'est un peu le compromis entre la quantité et la qualité là. Donc on peut passer maintenant, je pense, par exemple, à Maria. Maria, toi, ta première année de thèse, qu'est-ce qui t'a marqué exactement? Comment tu l'as vécu? Alors moi, ma première année de thèse, c'est un peu spécial parce qu'en fait, bon, initialement, moi, la thèse, c'était pas du tout mon objectif. Déjà, quand j'ai commencé psycho, c'était je veux juste savoir comment le cerveau fonctionne, sans forcément avoir des objectifs très précis. Et c'est au fur et à mesure, en fait, que j'ai découvert un plaisir pour la recherche. Et finalement, c'est en master 1 où je me suis trouvée catapultée dans le monde de la recherche, dans bah, du coup de celui qui est devenu après. Enfin, j'ai pris part au projet de celui qui est devenu mon futur directeur de thèse. Et donc du coup, en fait, pendant mes 2 années de master, j'étais à fond dans mon sujet, dans ce que je faisais. Et du coup, quand je suis arrivée en doctorat, bah, quelque part, en fait, j'étais déjà dans cette logique de bah, lire des articles, réfléchir au sujet. J'avais déjà analysé moi-même mes données à l'aide de langage de programmation. Donc, quelque part, j'avais un peu commencé avant, sans forcément me dire, il faut que je commence avant ma thèse. Voilà. Je le fais juste parce que ça m'intéressait et je trouvais ça passionnant. Donc j'avais déjà publié, enfin mon premier article a été publié, pas premier nom, mais voilà, j'étais parmi les auteurs et enfin j'avais contribué grandement aux analyses de données. Il a été publié avant que je commence ma thèse. Et pareil, mon premier congrès, c'était avant le début de ma thèse. Donc quelque part, je suis arrivée un peu en mode, bon bah, ok, c'est bon, j'ai déjà fait 2, 3 choses. Et donc les premiers moments, c'était surtout voilà, trouver ma place dans le laboratoire avec les autres doctorants. Comment voilà, c'était quelque chose de nouveau en fait, sachant qu'en plus ça changeait de la logique en master. Donc c'était très excitant. Voilà, si je devais résumer en un mot, c'était l'excitation. Et pareil, quand je donnais mes premiers cours, j'étais trop contente quand mon professeur m'a demandé si je voulais donner ces heures de CM. Parce que j'étais là en mode quoi? Moi? Je donnais le cours que moi-même je suivis. Enfin, c'était très particulier, très particulier. Un peu, je vivais ça comme une honneur. Enfin, pareil comme les 2 personnes avant moi. Donc, euh, enfin, le fait qu'on me fasse confiance, qu'on me fasse confiance, voilà, et qu'on me dise, voilà, c'est à toi maintenant de transmettre ce petit bout de savoir. Voilà, c'était quelque chose de très positif pour moi. Sachant que j'ai toujours aimé un peu enseigner et expliquer quelque chose aux autres. Donc ça, c'était un peu pour résumer. Donc voilà, le début de thèse, il y avait voilà, c'était une forte montée. Le premier projet aussi, on l'a élaboré assez vite. Je récoltais les données assez vite. J'ai eu le premier résultat positif assez vite. Sachant que c'est comment dire, un peu une rareté quand on fait une recherche d'avoir des résultats tout de suite prêts. Bon, donc, voilà. Je restais quand même les pieds sur terre parce que voilà, je savais quelle était la réalité des choses. C'est-à-dire voilà, qu'on avance de façon continue et il n'y a pas toujours des réussites, hein. Il y a surtout beaucoup d'échecs et de temps en temps quelques réussites. Mais voilà, du coup, c'était un début plutôt positif. D'accord. Très intéressant. Et du coup, toi, est-ce que tu étais en HHS? Tu nous dis que tu as un peu commencé ta thèse finalement 2 ans avant. T'as pas eu de problème au niveau des financements? Enfin, tu as réussi à la finir à temps? Alors, enfin, j'ai commencé ma thèse avant dans le sens où, pendant mes années de master, j'étais sur un sujet. Et donc, en fait, je me suis investie comme si c'était une thèse sans le savoir, hein.
Quand j'ai commencé ma thèse, donc quand voilà, mon professeur m'a proposé de continuer sur une thèse, j'ai dit oui, et donc on a fait les demandes de financement ensemble. Je n'ai pas eu de difficultés particulières pour avoir mon financement. C'était assez linéaire. Après, j'avais aussi un bon dossier au niveau, enfin, niveau notes, niveau expérience, bagage, enfin, connaissances accumulées. Donc, quelque part, je ne stressais pas beaucoup. Quelque part, voilà, je me dis, bon, bah, si je l'ai, tant bien. Si je l'ai pas, bon, bah, c'est pas grave. Je trouverai une solution alternative. Je ferai ingénieur d'études si vraiment je vais rester dans la recherche. Et puis, je le répondrai l'année prochaine. Donc voilà, en gros, enfin, quand j'ai eu le financement, après, voilà, c'était officiel, donc j'étais accueillie au sein du laboratoire. Et aussi, il y a une autre chose à dire, c'est que, contrairement à ce qu'a dit un peu Jean, moi, pour le coup, j'étais sur 2 sujets en même temps. Parce que d'une part, je continuais ce que j'avais fait en master, et d'autre part, enfin, dans le cas de mon doctorat, j'ai aussi travaillé sur un autre sujet qui était proche du premier, mais quand même avec un paradigme différent. Et c'est pour ça que voilà, vraiment, je vois ça. Le début de la thèse, c'est un peu une ramification de ce que j'avais un peu avant et de quelque chose de nouveau. Et je posais la question du financement tout simplement parce que je Oui. me doute, enfin, peut-être qu'en SHS, pour vous, tu vois, le financement, je sais que c'est plus compliqué. Donc, ça peut être un moment marquant. Je ne sais pas si tu avais marqué particulièrement, mais voilà. Alors oui, c'est vrai que effectivement, en SHS, effectivement, il n'y a pas beaucoup de financement. Par contre, en psycho, comme on est aussi sur des thématiques assez reliées à la médecine, avec les neurosciences et tout, on travaille avec des techniques, enfin, avec des méthodes assez technologiques, si je peux dire comme ça. Finalement, on va dire, on a un taux de réussite un peu plus élevé par rapport à d'autres disciplines en sciences humaines. Ça, voilà, on en était au courant et on sait que en tant que psychologue, enfin, en psychologie, on a plus de chances de décrocher une bourse plutôt que Hmm, par exemple en littérature ou autre. ça marche. Du coup, maintenant, je pense qu'on peut passer à Camille. Camille, comment tu as vécu ta première année TS? Qu'est-ce qui t'a marqué? Alors moi, ce qui m'a marqué déjà, c'est de démarrer une thèse parce que c'était absolument pas ce qui était prévu au départ. Pour vous donner un peu l'historique, en gros, j'ai pas fait de recherche tout de suite. J'ai en fait commencé par faire 6 années d'études de médecine. C'est en parallèle de ces années-là, en parallèle de ma 5e année, que j'ai commencé à faire de la recherche en faisant un master de recherche en génétique humaine et moléculaire. Et ça m'avait beaucoup plu, la recherche. C'était vraiment quelque chose qui m'avait plu, mais j'étais dans les études de médecine et donc voilà, c'était juste un à côté. Et puis au bout des 6 années, j'ai changé complètement de voie et je suis devenue enseignante. Donc pour le coup, moi, l'enseignement, ça me faisait pas peur quand j'ai démarré ma thèse, puisque j'ai été enseignante pendant 8 ans, en collège, en lycée, principalement en SVT, mais aussi dans d'autres disciplines. Et donc voilà, j'ai été enseignante et notamment enseignante spécialisée pour les élèves en situation de handicap. Et c'est par rapport à la formation d'enseignante spécialisée que je suis revenue vers la recherche, sans penser spécialement à la thèse au départ, mais en me rendant compte avec cette formation que, en gros, la recherche n'avait pas encore assez évolué sur le sujet et qu'il y avait encore beaucoup à faire. Et donc, ce que je pensais faire au départ, c'était simplement proposer, entre guillemets, mes services d'enseignante à des chercheurs sur le domaine de la dyslexie, parce que c'était un sujet qui me passionnait. Et c'était leur proposer, bah, voilà, de venir expérimenter des choses dans ma classe et de tester des choses avec mes élèves. Et donc pour faire ça, bah, j'ai été voir mon ami le moteur de recherche en lui disant: «Bah, tiens, qui fait de la recherche sur la dyslexie à Lille?» Pour pouvoir voir qui contacter. J'ai donc obtenu le nom de Séverine Casalis, que j'ai contactée, qui m'a reçue et au bout de 2 bonnes heures, on va dire, de discussion, elle m'a proposé d'intégrer le master 2 PPNSA, de l'université de Lille, donc un master de neurosciences, de neuropsychologie et notamment un master recherche et derrière de faire une thèse. Mais c'était absolument pas «prévu» entre guillemets au début et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas?» Et donc c'était un peu la surprise, la thèse. Pour le coup, c'était vraiment vraiment ça au départ puisque je m'y attendais pas, je m'attendais pas à ce qu'elle me le propose et je m'attendais pas à obtenir un financement. Quand, j'étais arrivée en master, donc j'étais bien plus vieille que mes collègues de master, hein, forcément puisque j'étais en reprise d'études. J'étais là en M2, d'autres personnes souhaitaient faire une thèse avec Séverine Casalis et certains m'avaient dit: «Tu sais, c'est un peu chacun pour soi, que le meilleur gagne et ce sera pas toi».
Donc voilà, les choses étaient bien posées dès le départ et donc je m'attendais pas forcément à faire une thèse à la fin avec elle et puis finalement, voilà, j'ai eu la chance d'obtenir un financement, de pouvoir faire cette thèse sur la dyslexie et de vraiment creuser le sujet et donc ça, c'était vraiment la partie la plus chouette et puis, ce que je retiens surtout de cette première année de thèse, c'est, voilà, la confiance qu'on nous donne en tant que doctorant, assez rapidement puisque, comme les autres, on m'a très vite confié, des cours, des enseignements. Alors oui, j'avais une formation d'enseignante et une expérience là-dedans, donc ça m'a pas stressée de donner des cours. Mais en tout cas, voilà, c'est la confiance qu'on peut nous donner, tout de suite en nous disant: «Bah, voilà, tu es doctorant, tu es donc capable de transmettre un savoir et un savoir précis sur certaines choses» et puis, cette possibilité aussi qu'on nous donne de faire des activités complémentaires différentes. Donc j'ai pas fait que de l'enseignement justement et dès la première année de thèse, j'ai commencé à créer des ateliers de sensibilisation à la dyslexie pour les scolaires et donc avec une collègue qui était doctorante aussi avec Séverine Casalis, on a créé ces ateliers-là et c'est vrai que c'est un bon moyen, je trouve, de promouvoir la recherche différemment et ça m'a beaucoup plu de faire ce genre de choses. C'est donc vraiment un très bon souvenir de cette première année de thèse. OK, super. Non, mais c'est bien parce qu'on voit que vous avez tous des expériences un peu, complémentaires. Moi, enfin, comme Jean l'a dit, en fait, c'est vrai que je vous ai invité un peu en essayant de faire en sorte que, ce soit assez varié et je trouve que ça va, c'est bien. Donc merci déjà pour tous ces témoignages. Je pense que maintenant qu'on peut passer à la deuxième partie, peut-être, bon, je ne sais pas si on dirait la deuxième année parce que ça dépend de la longueur de vos thèses, mais on peut dire au moins le milieu de thèse, quoi. Donc une fois que la première année est passée, vous commencez à faire vos marques. J'aimerais savoir, par exemple, Jean, comment ça s'est passé à partir de la deuxième année? Est-ce que les choses ont changé? Est-ce qu'il y a des défis qui sont apparus? Raconte-nous un peu ce qui s'est passé à partir de cette deuxième année. Oui, alors tout à fait. Justement, je dirais que ça, c'est le moment où les choses sont devenues intéressantes. Parce que voilà, la première année, c'était un peu le monde des bisounours. Et à partir de la deuxième année, on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire après? Qu'est-ce que je vais faire plus tard? Et là, enfin, moi, honnêtement, c'est chacun son caractère. Et moi, j'aime pas du tout être en CDD. Voilà, c'est sentir que dans 2 ans, juste, je sais pas où est-ce que je vais habiter, ou l'année prochaine, je sais pas où je vais habiter. Vraiment, ça me rend très mal à l'aise de ne pas être maître un peu de mon destin. Et malheureusement, en recherche, c'est quand même beaucoup ça, en tout cas dans les premières années. On enchaîne des contrats très courts, c'est un peu stressant. Et surtout, voilà, dans le monde académique, il y a une espèce de biais du survivant, c'est-à-dire qu'on côtoie principalement des gens, tout le monde a fait une thèse évidemment, et on côtoie des gens qui sont restés à l'université. Alors qu'évidemment, la majorité des docteurs ne restent pas à la fac. La plupart, ils vont dans l'industrie, ils font autre chose après, c'est super. Mais on côtoie des gens qui sont restés dans ce milieu qui est souvent assez élitiste. Et donc, c'est vrai que par défaut, si on se dit j'ai envie de faire comme mes profs, j'ai envie de faire comme eux, on se dit bon, bah, il n'y a pas de la place pour tout le monde, on se stresse beaucoup. Et par ailleurs, ça, je pense que c'est vrai dans quasiment tous les domaines, il y a un gros enjeu de mobilité, notamment par rapport aux conjoints. Ouais, enfin, en tout cas, en maths physique, on appelle ça le two-body problem, le problème à deux corps. De dire, bah, voilà, moi, j'avais déjà rencontré mon épouse, aussi en sciences, etc. Là, elle est en train de terminer sa thèse, justement, qui est plus longue parce que c'est en Angleterre. Mais j'avais déjà rencontré et je me disais, bah, moi, ma priorité dans la vie, en fait, c'est j'ai envie d'habiter avec elle. Et en fait, quand on est chercheur, notamment quand on est doctorant, on commence à rencontrer des gens qui sont chercheurs un peu seniors et on voit qu'il y a énormément de chercheurs qui sont dans des plans galères. Des gens qui sont, ils habitent à Édimbourg, en poste à Édimbourg, et puis leur épouse, elle est en poste à Lausanne. Enfin, c'est vraiment fréquent ce genre d'histoire. Parce que c'est difficile de trouver un poste là où on veut. Et c'est vrai que du coup, moi, je me posais la question, zut, comment faire? Et c'est vrai que là, étant donné ce problème qui est très présent pour beaucoup de gens, le réflexe naturel, c'est de dire, bah, je vais regarder comment se passent les concours de recrutement et je vais essayer d'optimiser mon CV par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de chercheurs qui se mettent la pression. Enfin, ceux qui veulent rester en académie, ils se mettent beaucoup la pression sur faut que je publie beaucoup d'articles dans les meilleurs journaux, les meilleures conférences. Et en fait, moi, je trouve que c'est assez malsain et ça me rendait très malheureux en fait, de penser les choses comme ça. Disons, j'ai été quelques mois dans cette optique-là et vraiment, j'étais pas bien. En fait, le fait où je voyais que j'étais pas bien, c'est que bon, je travaillais dans un domaine qui était le transport optimal. À l'époque de ma thèse, c'était le pic de la hype sur ce domaine-là. Maintenant, heureusement, les gens se rendent compte que c'est utile, mais il ne faut pas exagérer. Et en fait, là où je me rendais que ça n'allait pas, c'est que ouais, j'étais abonné, je recevais des notifications de Archive, de Google Scholar sur les nouveaux articles. Et quand je recevais une notif, au lieu de me dire super, il y a un collègue qui a fait un super travail dans ce domaine, je me disais zut, est-ce que quelqu'un a montré avant moi un résultat? Ça a duré quelques mois.
Et je me suis dit, mais attends, enfin, c'est débile de faire de la recherche comme ça. Enfin, attends, on est relativement pas très bien payé par rapport à ce qu'on fait. On a des contraintes un peu débiles de mobilité. Enfin, si on n'est pas heureux pendant la thèse, si on ne le fait pas dans l'esprit de faire avancer la science, ça n'a aucun intérêt, quoi. Il vaut vraiment mieux travailler dans l'industrie. Et donc, c'est le moment où je me suis vraiment dit ça. Et je me dis, non, mais en fait, ce que je devrais faire, c'est en tant que doctorant, on se rend compte qu'il y a plein d'outils qui ne marchent pas très bien. Et je me suis dit, ce que j'aimerais vraiment, ce serait faire marcher les outils. Ouais, tout le monde prétend que les codes fonctionnent, c'est pas vrai. Souvent, il y a besoin de plein de tricks. Donc, je me disais, en fait, moi, ce que j'aimerais, ça serait résoudre ces soucis-là. Et en fait, là, vraiment, un autre moment fort, c'est je suis tombé sur une interview. Justement, c'est pour ça aussi que je fais cette interview. Je pense que c'est très important d'entendre parler un peu de gens qui ont traversé la même route avant. J'ai entendu une interview d'un chercheur, chercheur à INRIA, qui s'appelle Gaël Varocco, qui est quelqu'un qui est assez connu dans le milieu machine learning scientifique parce qu'il a énormément contribué au fait que Python, aujourd'hui, ce soit le langage des gens qui font des sciences des données. D'accord, gros contributeur sur scikit-learn, matplotlib, ce genre de choses. Et en fait, il raconte ça dans cette interview, que lui, il a fait sa thèse en physique. Et son directeur de thèse, c'était Alain Aspect, quelqu'un qui a eu le prix Nobel, il n'y a pas longtemps. Et voilà, il était dans ce truc un peu comme ça, ce truc très stressant. Il faisait ça. Et en fait, il s'était dit, est-ce que c'est raisonnable d'investir mon temps, non pas dans des maths, non pas dans de la physique, mais dans les outils que tout le monde utilise et qui traditionnellement sont méprisés. Traditionnellement en maths, c'est méprisable de faire du code. Vraiment, en France, malheureusement, hein, c'est débile, mais c'est comme ça, traditionnellement. Et souvent, il y a beaucoup de gens qui sont un peu dans cette entre-deux, qui disent, si je le fais, je sais que c'est ça qui a du sens, c'est ça qui est utile, mais j'aurai pas de poste derrière. Et en fait, le déclic qu'il a eu, et du coup qu'il m'a partagé à travers cette interview, c'est quand il s'est dit, mais en fait, mon but dans la vie, c'est pas de devenir prof, on s'en fiche de ça. La thèse, c'est plutôt la société, l'État me fait confiance. On m'a donné 3 ans pour faire un peu ce que je veux. Il n'y a aucune conséquence si je fais pas ce que veut mon directeur quelque part. Enfin, il n'y a pas de vraie conséquence. Donc, je peux faire ce que je veux et donc autant prendre ces années-là plutôt comme une opportunité, c'est une espèce de retraite à la montagne, enfin, pour dire non, mais je vais faire pendant ces 3 années, donc ces 2 années, hein, enfin, parce qu'on est au milieu de la thèse, je vais plutôt faire quelque chose dont je serai fier plus tard. Et après, bah, si ça plaît à mes collègues académiques, bon, bah, peut-être je peux rester en académie. Si ça leur plaît pas, bah, c'est pas grave, j'irai dans l'industrie ou je ferai autre chose. Mais au moins, j'aurais passé 3 années voilà, dont j'aurais été content. Et en fait, voir quelqu'un qui ensuite a fait une super carrière académique derrière, enfin, finalement, il n'a pas été rejeté par le système, il a plutôt été accueilli, notamment à INRIA. Et c'est pour ça que derrière, j'ai candidaté à INRIA, parce que je me dis, voilà un institut qui a la tête sur les épaules, quoi, qui valorise ce genre de choix. Bah voilà, ça existe. Et donc, ça m'a beaucoup rassuré. Donc ça, c'était vraiment le gros moment. Et le deuxième moment qui vient pendant la thèse, en fait, parce que je vous ai dit, pour moi, la thèse, c'est on devient l'expert mondial de quelque chose, plus ou moins vaste, mais notamment, on finit par en savoir beaucoup plus sur son sujet que ses directeurs. Et je pense qu'il y a cette étape qui arrive, que beaucoup de scientifiques ont, il faut un peu tuer le père. Mais pas, enfin, voilà, sans ressentiment, mais c'est le moment où on passe de j'écoute ce que me dit mon directeur, ce que me disent mes collègues, à bah, je les écoute parce que je les respecte beaucoup et je les aime beaucoup, mais je me rends compte que des fois ils ont tort. Ou alors que des fois, juste ils sont pas au courant. Enfin, parce que c'est le moment, en fait, on rentre, on franchit un peu la barrière, on finit par se rendre compte qu'en fait, tous les chercheurs, ils ont tous leur lubie, ils ont tous leur manie, leur petit sujet qu'ils aiment bien. Et sur le reste, bah, ils n'ont pas le temps, quoi. Ils ne sont pas super compétents. Et le sujet qu'ils vous ont donné en thèse, c'est un sujet qu'ils ne maîtrisent pas complètement. Sinon, ce ne serait pas intéressant pour eux. Et moi, je me rappelle très fort, en fait, du moment vers la deuxième, troisième année de thèse, où je me suis rendu compte que sur les questions qui m'intéressaient sur un sujet de thèse, en fait, il ne fallait pas forcément écouter ce que disait. Enfin, il fallait écouter, mais il ne fallait pas prendre comme du pain béni tout ce que me disaient mes collègues, mes mentors. Donc ça s'est fait en lisant des articles d'autres personnes, en rencontrant des gens en conférence. Et heureusement, enfin, j'ai beaucoup de chance dans cette communauté hein, de IA médicale, etc., qu'il y a un tellement bon esprit que les gens le prennent pas mal. Je pense qu'il y a beaucoup d'endroits où les directeurs le prendraient mal. Et en fait, moi, c'est l'inverse. Tous mes collègues, en fait, étaient contents que je puisse revenir vers eux avec des idées qu'ils n'avaient pas. Et, et voilà. Mais là encore, je pense que ça dépend énormément de la communauté. Et là, je vous renvoie un peu l'image bisounours, parce que j'ai eu la chance de tomber dans une communauté de bisounours.
Mais ouais. Donc, pour moi, c'est ça le gros enjeu de la deuxième année, c'est quel choix de carrière. Et moi, j'ai fait le choix d'investir dans du code parce que je pensais que c'était pertinent et parce que ça me gardait les portes ouvertes de l'industrie et apprendre à tuer le père. Super intéressant. On voit qu'il y a une grosse prise de recul pendant ce milieu de thèse. D'un côté, tu es un peu un désillusion du monde de la recherche. Après, tu te demandes en fait comment je peux donner un maximum pour rendre cette thèse finalement la meilleure opportunité qui soit et en être fier plus tard. Et puis après, tu as la question oui, du choix de carrière, qu'est-ce que je veux faire concrètement après et comment je peux me faire pour y arriver et en profiter un maximum de ma thèse. Ok, super intéressant comme retour. Merci Jean. J'aimerais peut-être maintenant parler avec Maria par exemple. Maria, est-ce que toi tu pourrais nous faire un retour sur ton milieu de thèse? Comment tu l'as vécu? Qu'est-ce qui t'a marqué? Oui, alors, ma deuxième année de thèse a un peu, bah, du coup, a marqué un peu, c'est le début des montagnes russes, on va dire ça comme ça. Donc, après un premier semestre qui s'est bien passé, en fait, ça a coïncidé en même temps avec la Covid. L'explosion de la Covid et tout, la pandémie. Et donc, en fait, il se sont passées deux choses en même temps. Donc la première, c'est que au cours de ma deuxième année, j'ai fait un INDOC. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un stage de quelques mois au sein d'un laboratoire à l'étranger. L'occasion est arrivée un peu à la dernière minute. Donc disons que j'ai pas eu trop le temps de métaboliser l'idée que je partais. Et en fait, le seul moment où je pouvais faire cet INDOC, ça tombait pile à un moment où, dans ma vie personnelle, il y avait beaucoup de changements, de basculements. J'ai changé beaucoup de choses et en même temps, je devais changer de pays, donc aller ailleurs, sachant que moi, je suis pas française d'origine, donc voilà, on sait ce que c'est que de changer de pays. Après, enfin, c'était une super expérience, ça. J'étais très excitée d'un côté, mais de l'autre côté, j'étais pas prête à 100% pour partir. Et en fait, quand je suis allée là-bas, mon départ mon arrivée n'avait pas été très préparée. Ce qui fait que du coup, au quotidien, il y avait beaucoup de stress, beaucoup de changements de plan. Et c'est là où, un peu comme Jean, je me suis dit, mais est-ce que ça vaut la peine de ressentir autant de stress, d'être aussi, voilà, d'être déraciné du jour au lendemain et de ne pas être peut-être complètement heureux. Donc, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à me poser des questions sur qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que c'est que la recherche, comment est-ce que moi je veux vivre la recherche. Donc, c'était un peu de choses comme ça. Et en fait, à mon retour du coup, de mon INDOC, la pandémie explose. Et du coup, quelque part, ça a contribué un peu à tous les pensées que j'avais à cette époque-là, parce que pareil, toute ma famille était en Italie. C'était le premier pays en Europe qui était frappé par la pandémie. On voyait des chars avec des cercueils qui défilaient. Et moi, j'étais là en mode, OK, donc moi, je suis à je sais pas combien de kilomètres de distance, que je vais peut-être plus revoir mes grands-parents. Enfin, voilà, j'exagère un peu pour dédramatiser. Mais voilà, quelque part, dans ce moment un peu de crise, je me suis remise en discussion et j'ai remis en discussion mes priorités. Voilà, parce que finalement, pour rejoindre un peu ce que disait Jean, quand on est dans la recherche, il faut être prêt à vivre loin de ses affects. Il faut être prêt de quitter son réseau d'amis d'une année à l'autre. Donc, quelque part, on peut même pas aller en profondeur des rapports. Et je me dis tout ça pourquoi en fait? Voilà, est-ce que le jeu vaut la chandelle? Et donc, du coup, c'était une année très remplie comme ça. J'ai pas fait grand-chose pendant ma deuxième année. Je l'admets à 100%. Mon deuxième semestre, je vais dire ça plutôt comme ça. Parce que c'était vraiment un semestre où je me mettais beaucoup en question. Et du coup, voilà, j'avançais à petits pas, très petits pas. Parce que voilà, les priorités étaient. J'avais d'autres priorités. Donc, c'était un peu un résumé de ma deuxième année. D'accord. On voit quand même qu'il y a une remise en question qui est là en fait dès la deuxième année, enfin, pour tout le monde, j'ai l'impression. C'est assez intéressant d'observer ça. Donc là, tu parlais du Covid, Mm. Maria. Tu parlais Oui, du Covid et en fait, il se trouve que regarde aussi, je crois que tu avais vécu le Covid, c'est ça? Tu as eu ce même problème pendant ta deuxième année. Tu pourrais nous raconter un peu? Ouais, moi j'ai une histoire très drôle avec le Covid. C'était un peu un moment ambivalent de la thèse. En mars 2019, ça faisait 6 mois que j'avais craqué une grosse partie du problème que j'avais pour le premier article. Et j'avais cette impression que les choses avançaient pas du tout.
Et en fait, je ne comprenais pas à l'époque ce que c'était qu'écrire un article scientifique. Quelque part, je venais d'un monde idéaliste où pour moi, à partir du moment où tu as une preuve qui marche, ça suffit. Mais en fait, non, il faut qu'elle soit compréhensible, il faut qu'elle soit commentée, il faut tout un attirail, tout un travail autour de cette idée, aussi bonne soit-elle. Et donc, ça faisait 6 mois que j'étais un peu bloqué au même point. Et franchement, j'étais vraiment à 2 doigts de démissionner. La semaine où je voulais prendre cette décision est arrivé le confinement. Et puis, toute l'année qui a suivi, c'était une année où, globalement, j'ai été presque pas du tout productif du point de vue scientifique. Euh, je ressentais beaucoup de stress lié au fait que cette situation n'avance pas. Et pour être très franc avec vous, j'ai dû faire la fête 5 jours par semaine pendant quasiment toute l'année, bien sûr hors des moments de confinement. Voilà quoi. Donc quelque part, merci le Covid, sinon j'aurais probablement démissionné et quitté cette thèse. Je vois. Du coup, ce qui t'a marqué particulièrement pendant ce milieu de thèse, c'était le Covid ou il y a d'autres choses? Il y avait le Covid, mais je pense que ça, c'est un phénomène marquant pour à peu près tout le monde. Et puis, il y avait, en fait, le Covid a entraîné une espèce de rétrécissement du monde, dans le sens où toutes les confs ont été annulées. Euh, Tu pouvais plus te déplacer nulle part, la faculté était fermée, et le peu d'échanges qu'on avait a disparu. Donc, ça a amplifié cette espèce de sentiment de solitude quand tu fais de la recherche à des niveaux que j'avais jamais connus avant et que je n'ai pas connus depuis. Ça, je pense qu'on n'en parle pas assez, surtout quand on ne vient pas de ce monde-là. Mais la recherche, surtout en maths, c'est souvent une affaire solitaire, hein. Vous pouvez avoir des encadrants, vous pouvez avoir des collègues qui travaillent sur des domaines connexes. Mais ce que vous faites, vous, à part vous, personne ne pourra vous aider. Donc, ouais, ça a provoqué cette prise de conscience pour moi, à quel point j'étais seul face à mon sujet. Ok. Là, c'est vrai que la solitude pendant la thèse, c'est quelque chose qui est après un peu partagé, je pense, parmi les doctorants. Après, les gens le vivent plus ou moins. Ça dépend. Effectivement, en maths, je pense que peut-être que vous le vivez plus. Mais c'est sûr que le Covid a accéléré les choses. Ça, je pense qu'on le comprend tous. Donc, très intéressant. Merci pour ce retour, Riyad. Et du coup, Camille, est-ce que toi, tu pourrais nous partager un peu comment tu as vécu ta deuxième année de thèse, ton milieu de thèse, et est-ce que tu as eu des moments marquants? Oui, bien sûr. Alors, oui, il y a eu quelques moments marquants en deuxième année de thèse, notamment liés à ma directrice de thèse, qui à l'époque était vice-présidente de l'université en charge de toute la partie valorisation de la recherche. Or, toute la partie vulgarisation, aller vers l'école notamment, ce que j'avais fait déjà avec les ateliers en première année, c'était quelque chose qui était important pour moi. D'un autre côté, j'ai toujours une âme un peu d'entrepreneur. J'ai créé déjà plusieurs associations, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et puis, la troisième chose qui s'est passée pendant cette partie de thèse, c'est toute la partie formation qui est dispensée par l'école doctorale et qui nous expliquait beaucoup que bah, il y a peu de place en recherche, clairement, et que bah, quand on est chercheur en SHS, il y a peu de chances d'avoir un poste de chercheur à l'issue de la thèse et que bah, il faut penser à l'après et aussi évoquer d'autres solutions. Alors, j'avais d'autres solutions assez logiques, hein, comme revenir dans l'enseignement. Ça, c'est toujours quelque chose de possible. Mais, mais j'avais cette âme d'entrepreneur et donc j'avais envie de faire autre chose et notamment d'utiliser ce que je faisais en recherche pour que ça serve à quelque chose et à quelqu'un de façon très concrète et donc pour avoir un impact sociétal. Et le fait d'avoir une directrice de thèse qui était très au fait de ce genre de choses, puisqu'elle était vice-présidente à la valorisation de la recherche, ça m'a beaucoup aidée parce qu'elle n'a jamais freiné mes ardeurs là-dessus et elle avait aussi les contacts qui m'ont permis de gérer les choses au mieux et donc j'ai pu obtenir en deuxième année le statut national étudiant entrepreneur qui m'a permis de bénéficier d'un appui, d'une aide, d'un accompagnement qui visait en fait la création d'une entreprise à la sortie de la thèse. Alors, entreprise que j'ai pas créée parce que j'ai eu la chance de trouver un poste qui correspond à ce que j'aurais fait si j'avais créé l'entreprise, mais sans prendre les risques. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de chance de trouver ce poste-là.
Mais concrètement, voilà, j'ai eu tout cet accompagnement qui m'a permis d'être formée, d'apprendre à gérer, un modèle économique, à être formée à, la gestion de ressources humaines, au management et cetera et donc ça, c'était, vraiment super intéressant. Alors bien sûr, il y a eu le covid, hein, comme les autres, j'ai eu cette partie-là aussi, pendant ma thèse qui elle, m'a permis de développer, des compétences différentes et notamment des compétences en termes d'adaptabilité, sur tout ce qui est programmation, on va dire, puisque j'ai été obligée de, faire passer toutes mes expériences en numérique, en version numérique, en version, asynchrone et ça, ça nécessite de réfléchir en amont à la modification des paradigmes et puis d'apprendre à «coder» entre guillemets le paradigme de l'expérience sur des outils et donc ça, c'est super intéressant parce que c'est des compétences qu'aujourd'hui j'utilise dans mon métier, mais que j'avais pas au début de la thèse et que j'ai obtenues uniquement parce qu'il y a eu le covid et que ça m'a obligée à les développer. Donc, comme quoi, parfois des choses qui sont très négatives peuvent aussi avoir un bénéfice à la fin. Très bien. Et pour compléter un peu ce que tu disais, donc, tu as parlé je crois, de médiation, d'entrepreneuriat. Donc, il me semble que tu as participé à ma thèse en 180 secondes, au doctoral. Est-ce que c'était à ce moment-là? C'était vers le milieu de thèse? Alors tout à fait, j'ai fait le challenge doc en deuxième année, et les doctorales en troisième année, ma thèse en 180 secondes en troisième année également. Donc tout ça, c'était, vraiment le côté, vulgarisation et aller vers l'entreprise. Donc challenge doc, doctoral, c'est vraiment le côté, mission pour une entreprise, comment on peut aider une entreprise avec nos compétences de doctorant, qui sont pas forcément nos connaissances, hyper poussées de spécialistes dans un domaine, mais plutôt les compétences plus larges et transversales qu'on va développer avec la thèse. Et puis donc effectivement la médiation avec, ma thèse en 180 secondes qui était vraiment, un moment que j'ai adoré, parce que vraiment ça permet de rencontrer des doctorants de tous horizons, de discuter avec eux, d'élargir un peu son champ de vision et de voir les choses différemment. Et puis j'ai eu la chance aussi de participer au cabaret des sciences et ça c'est génial aussi parce que c'est une autre manière d'aborder la science. Très bien. Merci beaucoup. Donc moi, maintenant, je pense qu'on peut passer à la dernière année, enfin, comment ça s'est passé quelques mois avant la soutenance jusqu'à la soutenance, voire l'année juste avant la soutenance, quoi. Peut-être pour commencer cette discussion, on pourrait commencer avec Maria. Je sais pas, Maria, comment tu as vécu ta dernière année de thèse? Donc, du coup, ma dernière année de thèse était plutôt dure. Plutôt dure parce que, bah voilà, un peu comme je disais avant, donc la deuxième année, il y avait une grosse remise en question, plus voilà, des changements personnels et tout. Et donc, en fait, j'ai passé un peu, moi, j'ai fait ma thèse en 4 ans parce que, contrairement à Camille, en fait, mes protocoles ne pouvaient pas être adaptés en ligne. Donc en fait, quelque part, même si j'aurais souhaité, pouvoir, changer un peu, mais voilà, quand on fait de la psycho, on travaille avec de l'humain et tout était fermé. C'était très difficile de faire venir les participants au laboratoire pour tester, donc pour récolter des données. Donc du coup, bah, dès que enfin, un peu entre chaque confinement, moment d'ouverture et tout, j'essayais de, tout viser. Donc j'ai passé, on va dire l'avant-dernière année à collecter des participants, enfin les données des participants recruter et tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est que à quelques mois avant de la fin, mon disque dur a cramé. Mon disque dur a cramé et comment dire? Et j'ai découvert aussi à ce moment-là que toutes les sauvegardes que j'avais faites, je sais pas pour quelle raison, mais elles étaient partielles. Et du coup, je me suis retrouvée comme ça, en mode, «OK, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut pas faire?» Donc voilà, j'ai pris 3 jours de maladie, j'ai disparu du visage de la terre pendant 3 jours juste pour avoir le temps de, voilà, de me refocaliser, de me dire: «OK, réfléchissons à un plan d'action». J'ai suspendu tous mes activités de recherche pendant 1 mois, c'est un choix que j'ai fait. Et je me suis dédiée, parce que j'avais pas envie d'arrêter complètement et de prendre, des arrêts maladie plus longs, et tout. Voilà, bon, encore une fois, parce que j'avais aussi, enfin, d'un côté, quelques soucis personnels. Mais voilà, j'ai décidé de rester en marche. Voilà, je me dis: «OK, c'est pas grave, ça sera pas fait en 3 ans, ça sera pas fait en 3 ans et demi. Il y a personne qui va me féliciter parce que j'ai fini ma thèse, le plus vite que les autres». Voilà, c'est la thèse, c'est pas la thèse l'objectif, c'est moi. Le plus important, c'est moi. Donc j'ai dit: «OK, je ralentis mon rythme, je fais ce qui est bien, je continue quand même de rester en activité» et donc du coup, pendant 1 mois, je ne fais que donner des cours
que donner de cours et quelque part, enfin, j'ai commencé aussi à chercher un peu de solutions pour du coup récupérer mes données, voir si je pouvais réécrire tous mes codes pour analyser mes données. Finalement, genre là, j'ai fait un peu le tour de tous les magasins d'informatique de Lille, en Belgique, pour essayer de voir si quelqu'un pouvait ressusciter mon disque dur. Si tu veux, moi je connais un Super Match Vodo. Ah, je- Ok. Mais finalement, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a dit il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là. Donc, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire et finalement, on a réussi à récupérer tout ce que j'avais perdu, enfin, que je pensais avoir perdu. Comment vous dire que c'était l'un des jours les plus beaux de ma vie, de se dire que j'avais pas perdu 4 ans de travail. Et donc, du coup, donc ça, c'était pour ce qui était, on va dire, la presque fin de la thèse. Et puis une fois que j'ai tout récupéré, donc c'était le moment de la rédaction. Et pour être honnête, après 2 ans voilà, ça n'avait pas été très positif. J'ai très bien vécu le moment de la rédaction. Parce que pour le coup, donc j'avais arrêté de recruter des participants. Donc en plus, moi, je travaillais sur 2 sites. Entre l'université de Lille à Pont-de-Bois et à Tourcoing, donc j'avais tous les jours 1 heure de route à faire, enfin 2 heures de route à faire. Donc voilà, le moment de la rédaction, c'était vraiment, je reste face à mon écran, j'avais ma petite routine, j'avais même des playlists avec des musiques spécifiques en fonction de ce que je veux faire pendant ma rédaction. Et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à rédiger ce document, qui était finalement la synthèse de tous les avancements que j'avais pu, enfin de toutes les idées que j'avais pu avoir pendant mes années, sachant qu'en plus, c'était mes idées à moi. Parce que voilà, on sait que quand on rédige des articles, bah forcément, on le fait en collaboration avec d'autres auteurs. Donc parfois, il faut trouver des compromis ou il faut se mettre d'accord. Et alors que là, la thèse, c'était vraiment que ce que moi je pense de mon sujet. Sachant que voilà, au bout de 4 ans, comme disait aussi Jean, si je ne me trompe pas, on devient un peu expert dans notre domaine et parfois on en sait un peu plus du coup de notre directeur. Et donc du coup après, c'est là où tout l'enjeu pour moi, c'était aussi d'apprendre à défendre mes idées. Apprendre à dire, OK, c'est vrai qu'il y a ça, mais moi, c'est ça que je pense. Et quelque part aussi, je trouve que c'est très intéressant d'un point de vue personnel, parce que je trouve que quand on arrive en recherche, euh, le métier du chercheur, en fait, il est assez, comment dire, on s'en rend pas compte, mais c'est très dur individuellement, parce que c'est un métier où on est constamment jugé. On est constamment jugé par nos pairs, on est constamment jugé par nos collaborateurs parce que voilà, on soumet nos articles à peer review. On se pousse nous-mêmes à donner toujours mieux, à faire toujours plus. Donc on est toujours hyper critique envers nous-mêmes. Il y a une pression aussi de la communauté scientifique à produire toujours quelque chose de compétitif, toujours d'innover, d'apporter quelque chose de significatif au savoir. Et du coup, on est dans cette pression constante. Et voilà, quoi. Enfin, et du coup, on arrive à la fin et on s'est dit, euh, OK, quelle est ma contribution en fait? Quelle est ma pierre? Quelle est la brique que je veux placer dans ce mur, quoi? Et j'ai oublié un peu où est-ce que j'étais partie. Donc tout ça, je disais. Donc oui. Et du coup, c'était un peu enfin tout ce travail que j'ai fait sur moi pour dire, OK, d'accord, comment est-ce que je défends mes idées? Et donc c'était un peu ça. J'ai trouvé beaucoup, beaucoup de plaisir, parce que voilà, c'était limite quelque chose de très intime. Et aussi, je fais le choix, parce que je sais qu'il y a des gens, en fait, que quand c'est la période de rédaction, ils arrêtent tout contact. Il y en a certains qui s'isolent et tout. Moi, j'ai fait le choix inverse, c'est-à-dire que j'ai choisi de continuer à faire ma vie, c'est-à-dire qu'entre telle heure à telle heure, je rédigeais, et après, j'allais au cinéma, je voyais des amis, je vais continuer à faire du sport. Et finalement, ça ne m'a pas pesé. Au contraire, j'ai vu ça comme un moment de reconstruction personnelle et comme projection vers l'avenir. J'avais pas d'idée forcément sur ce que je voulais faire après, mais pour moi, le plus important, c'était d'arriver au bout. Arriver au bout, soumettre ce manuscrit et défendre ma thèse. Et c'était la seule chose qui comptait à ce moment-là. Donc, j'ai fait un peu un rush final, si je peux dire ça comme ça, parce que en plus, la date de soutenance était décidée vraiment à la très très dernière minute. Mais globalement, j'ai un très bon souvenir de ce moment de rédaction. Enfin, j'ai vécu ça un peu comme, enfin, pareil, je sais qu'il y a certaines personnes
qui, pendant la moment de rédaction, ils stressent beaucoup, ils se disent, OK, je n'ai pas fait assez, j'aurais dû penser à ça, j'aurais dû penser à ceci, peut-être je devrais lire plus d'articles, peut-être je devrais rédiger un paragraphe sur ça. Alors que moi, j'étais plus dans une optique, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais dans ce contexte donné. Donc voilà, j'aurais pas, oui, on peut toujours faire mieux, mais à un moment donné, il y a autre chose qui compte aussi. Et donc, je vais continuer à faire de mon mieux, mais sans pour autant rentrer dans une logique négative où je me pousse toujours à bout parce que. Et Ouais. finalement, ça s'est bien passé et ma soutenance s'est très bien passée aussi. Je sais pas, là, sachant que j'ai beaucoup rigolé quand j'ai vu, comment dire, le titre un peu dans la trame et tout, le défi ultime. Alors oui, c'était un défi ultime parce que j'ai défendu ma thèse exactement il y a un an, donc le 19 juillet 2022. Et enfin, j'ai trop rigolé au moment où la météo a annoncé les températures de cette journée-là, parce que j'ai défendu ma thèse à 14 heures avec 42 degrés, la journée la plus chaude de l'île depuis l'histoire. Donc, c'était un peu en mode, bon, allez, on a tout passé, on va passer celle-là aussi, c'est pas grave, je suis prête à tout maintenant, il n'y a plus rien qui me fait peur. Donc, c'était un peu le couronnement un peu dans l'ensemble des défis, mais j'en ai rigolé, et je dis, bon, c'est pas grave, hein, voilà, ça va bientôt se finir, hein, mais pareil, j'ai un très beau souvenir, c'était vraiment un moment très agréable, même avec les échanges avec le jury, j'ai pas ressenti ce jugement. C'est vraiment un échange d'idées, de collègues, enfin entre collègues. Et donc voilà, pour résumer, expérience très positive la fin de thèse. Merci beaucoup pour ce témoignage. Ça va être c'est marrant parce que tu vas un peu à contre-courant à ce qu'on peut entendre ici et là. Parce que moi, tu vois, par exemple, dans l'épisode 9, Guillaume encore, il m'avait dit que pour lui, la période d'écriture de la thèse, c'était horrible. Genre, c'était vraiment quelque chose qu'il n'avait pas supporté. Donc, c'est marrant d'entendre tout le contraire et en plus de voir que tu t'es même pas isolé pour le faire et t'as gardé un peu ton quotidien et tu as réussi quand même à l'écrire et à placer, en fait, à rajouter finalement un petit créneau dans lequel tu vas écrire régulièrement. Donc, merci beaucoup pour ce témoignage, Maria. Juste une petite De question rien. pour ajouter un petit truc. Mhm, Normalement, entre la fin de la rédaction du manuscrit et la soutenance, mhm, il y a toujours un temps où on fait pas grand-chose. Enfin, en fait, j'aimerais mhm. savoir juste ce que tu avais fait à ce moment-là, par curiosité. Et ben alors, j'ai dormi. J'ai dormi beaucoup, mais genre beaucoup. Et j'ai enlevé mon réveil. Et je vivais vraiment, voilà, je me dis après 3 ans de pression, d'horaire, de machin, enfin j'avais envie juste de vivre. Et du coup, bah, j'ai continué à voir des amis, à aller au cinéma, à aller au restaurant, à parler, à sortir. Et, euh, bon, je sais que je choquais un peu les gens autour de moi parce qu'ils étaient en mode tu sais que tu as une soutenance? Et je dis oui, mais genre, la vie ne s'arrête pas. Dans le doctorat, on est aussi dans cette logique-là qui peut être parfois très toxique, où en fait, on abandonne tout ce qui est à côté pour être à 100% recherche. Parce qu'on prend ça tort, que c'est en faisant comme ça qu'on va réussir. Et sauf qu'en fait, non, parce que si on enlève tout ce qui nous fait du bien à côté, comment peut-on supporter le stress parce que, pour les dire les choses telles qu'elles sont, hein, le doctorat, c'est pas une épreuve facile. Mais voilà, si on coupe tout ce qu'il y a à côté, comment peut-on supporter en fait les grosses demandes les grosses demandes d'un doctorat, quoi. Donc j'ai continué à faire, voilà, vivre normalement, pas du tout impacter la réussite de ma soutenance. Parce qu'il y a des gens pareils qui disent ouais, mais du coup, non, 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 absolument pas. De toute Ouais. façon, encore une fois, c'est pas dans le dernier mois comment dire, qu'on prépare la soutenance. La soutenance, ça fait 4 ans qu'on la prépare. Au contraire, le dernier mois, pour moi, je voulais qu'il soit un moment où je récupère mes énergies pour le jour de la soutenance. Eh ben, écoute, merci beaucoup parce que j'adore ce témoignage. Alors, peut-être maintenant, on pourrait passer par exemple à Riyad. Comment toi, tu as vécu ta dernière année de thèse et enfin, le chemin jusqu'à ta soutenance? Voilà, la dernière année de thèse, pour moi, était vraiment la plus intéressante. Euh, le premier article, finalement, ça a été tranché. Les résultats que j'avais obtenus étaient bons, n'étaient pas faux. J'ai tout de suite continué sur le second. Ça n'a pas pris beaucoup de temps de tout terminer. Certes, il y avait énormément de pression, mais puis il y avait aussi l'optique de se dire, bon, qu'est-ce qu'on va faire après la thèse? Pour moi, c'était évident que faire de la recherche, c'était absolument impossible, que ce soit pour des raisons de précarité financière, des raisons de mobilité, contraintes, etc., etc. Pour moi, c'était juste impensable.
Donc, il était évident que j'allais essayer de trouver un poste dans l'industrie. Et puis, une fois que la rédaction des articles a été terminée et qu'il fallait tout de suite enchaîner sur la rédaction de thèse, j'ai eu la chance que d'autres collègues à moi soient dans la même optique à peu près à la même période. Euh, Contrairement à toi, je n'ai pas eu une expérience très positive de cette partie-là. Je dirais que le plus pénible, c'était c'était une espèce de mythe de Sisyphe, mon mythe de Sisyphe à moi. C'est-à-dire que je finissais d'écrire un chapitre, j'envoyais ça à mes encadrants, et puis ça revenait avec des centaines de corrections à mettre, des centaines de trucs à modifier. Et ce dont je m'imaginais, moi, c'était que bon, les articles étant prêts, il faudrait peut-être 1 ou 2 mois pour tout finir. Et puis en fait, non, il a fallu 6 mois pour que tout soit mis au propre. Donc ouais, c'était vraiment un mythe de Sisyphe. L- La partie qui m'a aidé à survivre à cette période, bizarrement, c'était de voyager. J'avais plus vraiment de contraintes d'enseignement. Donc, j'ai pris mes billets, je suis allé voir des amis en Grèce, j'ai écrit le premier chapitre en Grèce, je suis allé voir des amis au Maroc, j'ai écrit le deuxième chapitre au Maroc, je suis allé voir des amis en Espagne, j'ai écrit une partie là-bas, et puis de retour à Paris pour écrire l'introduction. Donc, voyager m'a beaucoup aidé, ça a simplifié la pilule, ça a simplifié de faire passer la pilule, mais c'était quand même une période assez stressante. Ensuite, entre le moment où j'ai déposé mon manuscrit et le moment où j'ai soutenu ma thèse, j'avais commencé à travailler en tant que consultant. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, mais c'était probablement le moment le plus doux de toute la thèse. Il n'y avait plus de pression. Euh, Faire de la recherche hors du monde académique, ça n'a vraiment rien à voir avec faire de la recherche dans le monde académique, en tout cas en ce qui concerne thèse, pas thèse. Et c'était d'une volupté et d'une douceur assez incroyable. Je- L'idée, ne serait-ce que de commencer à 9 heures et de terminer à 18 heures, c'était quelque chose dont je- j'ignorais presque l'existence à ce point. Parce qu'on travaillait tout le temps, on travaillait même sous la douche, on pensait à nos problèmes tout le temps, tout le temps, tout le temps. De toute façon, c'est un peu une passion, c'est un peu comme ça que ça marche aussi avec les mathématiques. Et puis en ce qui concerne la soutenance, je voulais surtout m'en débarrasser. Pour être franc avec vous, j'avais pas particulièrement de fierté par rapport à ma thèse, par rapport au travail que j'ai fourni. Peut-être même un peu, pas de la haine, peut-être la haine est un mot mal choisi, mais un espèce de mépris d'avoir gaspillé 3 ans d'une vie pour juste ça. J'ai conscience que, bon, pour en arriver là, quoi qu'il arrive, il aurait fallu dépenser beaucoup de temps, mais le ratio coût-bénéfice me semblait extrêmement négatif. Après, la soutenance en tant que telle s'est déroulée extrêmement bien. Les commentaires étaient extrêmement positifs. Le running gag de la post-soutenance, c'était que chacune des personnes des jurys a essayé de me proposer de me prendre en postdoc. Ils n'ont pas vraiment saisi le message que je voulais plus du tout en entendre parler de la recherche. Voilà quoi. Et puis ensuite, le retour au travail classique. Mais vraiment, la partie écriture de thèse était terrible, mais entre l'écriture de thèse et la soutenance, c'était terriblement doux. Super, merci pour ce témoignage. Après, je me doute, parce que normalement, quand tu as fini ton manuscrit de thèse, bon, tu es libre, c'est normal que ce moment soit un peu doux. En fait, toute cette charge mentale disparaît d'un coup. Euh, et juste, tu reprends goût aux choses extrêmement simples. Je me rappelle d'un truc complètement débile, mais je m'étais réveillé le matin. Il faisait pas particulièrement beau, mais en passant dans un parc à Paris, j'avais entendu le bruit des oiseaux et je m'étais assis juste pour écouter ça. Pour se dire à quel point ça m'avait soulagé d'en avoir terminé avec cette période. Ok, donc on voit que c'est finalement très complémentaire à ce que vient de dire Maria, c'est pas du tout la même expérience. Merci beaucoup d'avoir partagé ça. Maintenant, je pense qu'on pourrait passer à Camille. Camille, comment tu as vécu ta troisième année de thèse? Donc, comment c'était ce chemin vers la soutenance? Alors, ce chemin-là, moi, je l'ai vécu un peu à côté de la thèse, dans le sens où, un peu comme Maria, moi, j'avais des soucis personnels à ce moment-là. J'ai notamment perdu mon papa et ma grand-mère en très peu de temps au moment de l'écriture. Et donc, en fait, l'écriture de ma thèse, c'était un moment pour moi un peu reposant, où je me sentais presque, comment dire?
j'avais l'impression de maîtriser les choses puisque je bossais dessus depuis 3 ans et demi, 4 ans. J'avais l'impression que c'était un moment où j'étais vraiment dans ce que je faisais, je savais où j'allais, et donc ça c'était assez reposant. Et donc en fait, j'ai vécu ça comme vraiment une délivrance, comme un moyen de m'échapper en fait de mes soucis perso du moment, quoi, et du fait que c'était pas évident de gérer tout ça. Et c'est vraiment un moment que j'ai adoré. Et la soutenance par elle-même, moi j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que bah, j'avais vraiment, autant pendant ma thèse, j'ai eu beaucoup le syndrome de l'imposteur parce que voilà, j'étais arrivée à la thèse un peu par hasard, j'avais pas fait le cursus classique, donc j'étais vraiment dans ce côté vraiment imposteur, j'étais plus vieille que les autres, enfin voilà, il y avait plein de choses qui faisaient que c'était pas, ça me paraissait pas être ma place. Heureusement que, on avait des doctorants qui s'entraidaient beaucoup dans le labo, et donc ça c'était top, les petits déj entre doctorants, etc. C'était vraiment des moments de ressourcement. Mais à la fin, bah, arrivé à cette soutenance, c'était le moment où je me suis dit: «Bah, tiens, là, j'ai l'impression de maîtriser ce que je raconte et j'ai plus l'impression d'être un imposteur». Et c'est vraiment au moment de la soutenance où j'ai eu l'impression que les personnes avec qui j'étais en train de discuter, parce que je le vivais pas comme un jugement ou comme une soutenance en tant que telle, mais vraiment comme une discussion sur mon travail, bah, j'avais vraiment l'impression que c'était des collègues, comme si on se connaissait depuis, très longtemps, et qu'on interagissait, de façon, toute simple pour essayer de trouver des solutions pour, aider les dyslexiques. Alors pour le coup, moi, c'était aider les dyslexiques à apprendre l'anglais. Mais, voilà, on était vraiment dans cette notion d'impact sociétal, et c'était, vraiment super intéressant. C'est marrant parce que, enfin, moi je trouvais que déjà, rien que quand tu rentres dans la thèse, tu peux avoir l'effet de tes anciens professeurs sont tes collègues maintenant. Et on a la soutenance encore, tu redécouvres d'autres collègues. Enfin, c'est trop marrant. Ok. Eh bien, écoute, merci beaucoup Camille. Donc en fait, on voit que là, c'est plutôt proche de Maria comme expérience. Tu as plutôt bien vécu l'écriture de ta thèse. Alors c'est marrant parce que quand Tout à même, tu fait. l'as bien vécu alors que tu as quand même eu deux événements un peu tragiques malheureusement. Donc ça a souligné quand même que tu étais bien, enfin, tu as bien tenu le coup, quoi. Et Disons que c'est la thèse qui m'a permis de tenir le coup, quoi. ok, je vois. Et du coup, maintenant, on peut passer à Jean. Jean, alors toi, comment tu as vécu ta troisième année de thèse? Genre, comment ça s'est passé la dernière année avec la soutenance? Alors, bon, d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité parce que c'est très intéressant d'entendre tous les intervenants parler. Et je pense que pour nos auditeurs, on voit bien que ce sont des expériences très variées, en fait, parce que les contextes sont différents, évidemment, selon les encadrants, le domaine, etc., mais aussi beaucoup selon le caractère des gens. Et je crois que moi, maintenant, avec le recul, finalement, ma troisième année de thèse et mon début de postdoc, ça a été drivé par un point déterminant de mon caractère dont j'ai déjà parlé, c'est que je déteste ne pas savoir où est-ce que je vais habiter dans 6 mois. Je pense que ça, c'est ça, en fait, le grand truc. J'ai envie d'habiter avec mon épouse, de savoir où je suis, et que finalement, si je pars, c'est parce que je le veux. Et donc, en fait, dans ce contexte-là, moi, ma troisième année de thèse, c'était un peu obnubilé par où est-ce que je suis l'année prochaine et où est-ce que je suis dans 5 ans. Alors, du coup, pour reprendre un peu ces éléments, bon, la première chose, j'avais fait ma thèse principalement en imagerie médicale, avec d'autres contributions en machine learning plus général, mais beaucoup en imagerie médicale. Et plutôt côté maths et côté info, mais pas énormément d'apprentissage. Et en fait, bah voilà, c'était une thèse, on était en 2019. La plupart des gens faisaient du deep learning. Et je pense que c'était important. Enfin, voilà, souvent en maths, les gens peuvent dire: ah, le deep learning, c'est pas très rigoureux, ça marche pas. Je pense que c'est débile comme attitude. Enfin, il ne faut pas parler sans savoir. Et donc, je m'étais vraiment dit: ok, je veux faire un postdoc avec des gens qui font vraiment du deep learning. Et voilà, me faire mon propre avis. Je pense que c'était ça. Donc, du coup, le début de la troisième année, c'était: ok, je veux un postdoc dans ces eaux-là. Alors, j'ai pensé aller aux États-Unis. Je me dis: oh non, quand même, quelle galère. Et puis, je voulais être avec mon épouse. Et donc, finalement, on a réussi. Elle a trouvé une thèse et moi un postdoc à Londres, en fait, à l'Imperial College, en deep learning géométrique. Donc, ça, c'était vraiment le début de troisième année, c'était ça, trouver un job déjà pour l'année d'après. Vous savez, en thèse, il y a beaucoup de gens qui prennent le postdoc. Enfin, Riyad disait, au moment de la soutenance, on me propose un postdoc. Moi, je suis ébahi, quoi, qu'on puisse vivre sa vie comme ça, en prenant les œuvres du jour au lendemain. Moi, je voulais vraiment avoir cette vision. L'année prochaine, je sais où je suis. Donc voilà. Donc ça, c'était le premier aspect. Bon, rétrospectivement, mes années de postdoc, c'était vraiment pas très heureux.
en grande partie parce que ça a coïncidé avec le Covid. Pour moi, c'était ces années-là qui étaient vraiment les années pas drôles. Mais voilà, mais en tout cas, j'ai sécurisé ça. Et ensuite, alors, moi, la question, c'est qu'en fait, honnêtement, ma thèse, ça s'est bien passé. Donc, le fait que finalement, la soutenance, c'était pas vraiment un enjeu. Il n'y a aucun doute que j'aurais ma thèse, etc. Pour moi, l'enjeu, c'était plutôt qu'est-ce que je fais dans 5 ans? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire de ma vie? Et ça, de mon début de vie, en fait, de mon début de carrière. Alors, la première réponse, c'est très clairement, voilà, j'ai envie d'être avec mon épouse, j'ai envie d'avoir des enfants, de les élever. Donc ça viendra après. Mais donc avant ce passage-là, c'est principalement par le travail que j'allais faire quelque chose de bien. Et je me disais, bon, bah, ce que je voudrais vraiment, en fait, je m'en fiche de la vie des gens à Murips. Je m'en fiche vraiment de la vie des gens qui font des matapes. Ce que je voudrais, c'est que mon travail de recherche améliore la vie des Français. En fait, j'ai vraiment ce sentiment un peu, cet investissement pour notre système de santé publique. Et je me suis dit, voilà, ça, c'est vraiment un objectif. En fait, ce que j'aimerais, c'est que quand j'aurai 40 ans, parce que ça met du temps, les innovations en IA, elles mettent beaucoup de temps à percoler, jusque dans les hôpitaux, mais j'aimerais bien que quand j'aurai 40 ans, voilà, il y ait des choses que j'ai faites qui se retrouvent vraiment à l'hôpital, ou même chez le médecin généraliste, quoi, que ça ait vraiment contribué à ça. Donc je me suis dit, ok, c'est ça l'objectif. Et étant donné mon skill set, que je ne suis pas médecin, hein, je suis plutôt maths info, il faut que j'arrive à trouver un job où on me laisse faire à la fois des maths, du code et de la médecine. Et ça, c'est très dur. Enfin, il y a pas beaucoup d'endroits où on peut faire ça. Déjà parce que je me suis rendu compte que notamment mes collègues, que j'aime beaucoup, hein, qui sont enseignants-chercheurs à la fac, ils n'ont pas le temps. Parce qu'ils ont beaucoup d'enseignements à faire. Et donc souvent, ils arrivent à être bons en maths et bons en info, mais arriver à combiner les 3 composantes, c'est-à-dire bien coder, bien comprendre les maths sous-jacentes de nos modèles et avoir un vrai pas dans le clinique et enseigner, c'est pas possible. Donc je me dis, bon, la fac, c'est non. Les retours que j'avais du CNRS, c'est que, oulala, enfin, ils étaient un peu snobs avec le code, donc ça me disait pas trop, et je me suis rendu compte qu'en fait, à Enria, là, il y avait la bonne ambiance. Enfin, en fait, c'est la plupart des gens dont j'avais un peu envie de suivre, enfin, le type de carrière qui m'intéressait. Quand je regardais qui faisait ça, c'était beaucoup de gens en France qui étaient chercheurs à Enria. Et donc je me suis dit, ok, le but, ça va être ça. Enfin, ça serait ça le job de rêve, pouvoir faire ça, avec un peu cette perspective que voilà, je suis bien conscient que j'ai pas envie je me vois pas du tout comme un personnage principal. L'analogie que je prendrais, c'est moi dans mon métier, le personnage principal, c'est le médecin. Et le personnage secondaire, c'est l'ingénieur qui fait l'outil qui sert au médecin. Et moi, je suis en 3e ligne. En fait, c'est un peu comme dans un James Bond. Il y a James Bond, il y a ses acolytes, et puis il y a Q, donc le type là qui lui donne les gadgets au début. Et en fait, je me dis, bah, j'ai envie de faire ça. C'est pas le personnage principal, mais ça a l'air super, super amusant, et puis on contribue un peu à sa manière, comme un geek. Et donc je me suis dit, voilà, c'est ça l'objectif. Et donc là, c'est un peu 6 mois avant la soutenance, quelques mois avant de soumettre la thèse, je me suis dit, bon, bah, comment faire pour aller à Enria? Bah, première étape, sans doute remplir le jury de chercheurs Enria, pour un peu que la soutenance ce soit mettre un pied dans la porte, faire une espèce de pré-entretien d'embauche. Et donc voilà, ça a été contacter des directeurs de recherche Enria qui faisaient un peu le même genre de choses que je voulais, et les mettre dans le jury. Donc ça, c'était étape un peu 6 mois avant la soumission. Et maintenant, la dernière étape, c'est qu'est-ce qu'on va écrire? Est-ce qu'on va écrire une thèse vite fait? Est-ce qu'on va y investir du temps, finalement, dans le manuscrit en tant que tel? Et là, ça dépend beaucoup, encore une fois, de ce qu'on veut. Je pense que dans mon domaine, hein, dans le vôtre aussi, en tout cas Rony, en machine learning, souvent les gens veulent avoir un job dans l'industrie après. Donc franchement, le manuscrit thèse, on s'en fiche. Enfin, ça a à peu près aucune importance. On veut que ce soit propre, voilà, par fierté personnelle, mais ça n'a aucun impact sur le fait d'avoir un job ou pas. Et donc du coup, la tradition, c'est de le faire vite fait. Et plutôt de concaténer des articles. En fait, bon, on se mousse un petit peu, mais c'est quand même ça l'idée. Et moi, je me disais, non, j'ai envie d'être chercheur à Enria. Et en fait, je commençais déjà à anticiper que la vraie difficulté, et c'est maintenant que je cherche un, c'est vrai, hein, la vraie difficulté qu'on a quand on est chercheur fonctionnaire, quand on est chercheur à temps plein, c'est comment comment passer à l'échelle, en fait, comment réussir à emmener une communauté et emmener en fait beaucoup de jeunes, tous les jeunes doctorants, les jeunes ingénieurs qui travaillent avec vous, comment les emmener dans une direction
Alors que voilà, moi je suis fonctionnaire, j'ai un contrat long, mais sinon tout le monde a des contrats très courts, de 1, 2, 3 ans. En fait, comment faire pour pas toujours repartir de zéro? Et en fait, en voyant un peu les exemples autour de moi, je me suis rendu compte que on a eu des stratégies qui marchent. C'est ou bien de faire des bonnes librairies, du bon code, en fait, qui permettent que les gens rapidement mettent le pied à l'étrier dans le domaine, ou bien d'investir vraiment pour faire un manuel. Euh, quelque part. Et ça, c'est rigolo parce que j'ai beaucoup de collègues qui m'ont dit, mais non, fais pas ça, c'est comme ces noms d'articles, etc. Mais en fait, quand je regardais autour de moi, souvent les chercheurs qui ont réussi à accomplir ce qu'ils souhaitaient, qui vraiment ont amené un truc profond quoi, dans la mutation de la recherche, pas juste qu'on résolu des problèmes, mais qu'on influencé la manière dont les gens voyaient les problèmes. Souvent, ils ont écrit un manuel, ou ils ont écrit une très bonne thèse. Enfin, vous voyez, il y a un peu ce truc-là. Et même si c'est pas valorisé en tant que tel, je pense que ça reste une très bonne idée si vous voulez faire une carrière académique, parce que ça sera un document que vous pourrez donner à vos étudiants plus tard, pour que très rapidement, ils comprennent votre vision du sujet, finalement. Parce qu'en sortant de master, voilà, on a une vision sur des petits standards, et puis pour revenir, donc, pour reprendre un peu la métaphore de c'est la montagne, voilà, on prend le temps de faire une remontée mécanique pour que les gens n'aient pas à faire le même travail que ce que nous on a fait, que ce que moi j'ai fait dans ma thèse, mais que très rapidement ils arrivent à mon niveau et qu'ensuite ils puissent dépasser. Voilà, c'est vraiment ça, c'est le rêve en fait, c'est que les jeunes aillent plus loin. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on souhaite. Et donc du coup, partant de ça, je me suis dit, ok, on va faire une thèse vraiment en y investissant beaucoup de temps. J'ai eu la chance que finalement, j'avais mon contrat de postdoc et mon chef de postdoc, il était très cool là-dessus. Et en fait, j'ai passé 6 mois de postdoc à écrire ma thèse. Donc, ça a été un peu ça les principales étapes. Donc, d'abord, sécuriser un postdoc, ensuite, essayer d'avoir un jury de thèse qui correspond presque à un entretien d'embauche. Et ensuite, en se projetant un peu dans l'avenir, faire un manuscrit qui puisse être utile, quoi, qui soit pas juste sur thèseenligne.fr, mais que je puisse vraiment donner. Et maintenant, je donne des cours et en fait, je me sers de ma thèse comme support de cours, presque. Donc, ça a été vraiment ça. Voilà. Et par contre, sur les questions, qu'est-ce que j'ai fait entre la thèse et la soutenance, moi, c'était complètement un anticlimax parce que c'était pendant le Covid, donc ça a été en Zoom. Bon, c'était rigolo, hein, mais ça s'est bien passé, mais c'était pas du tout l'ambiance sympa avec ma grand-mère, mes parents qui font un buffet, etc. Non, j'étais tout seul dans mon salon et voilà, c'était ça. Ok, je vois. Euh, Juste une petite remarque sur ce que tu viens de Ouais. dire. Tu disais que tu préparais ta thèse enfin, ton manuscrit de thèse pendant ton postdoc. Ça paraît bizarre, ça, parce qu'on se dirait que le postdoc, ce serait après que tu as fait fini ta soutenance. Ouais. Mais en fait, ça, vous voyez, la- dans le monde de la recherche, il n'y a pas tant de règles formelles que ça. En fait, c'est avant tout, c'est mano à mano, quoi. C'est au gré de ce que veulent les directeurs. Et moi, voilà, mon postdoc, ça s'est mal passé parce que c'était le Covid, parce que bon, le père le collège, il y a des choses bien, mais il y a beaucoup de choses pas bien. Mais honnêtement, mon chef de postdoc, c'était pas du tout un tyran, pas du tout, du tout. Et donc il m'a dit, parce que lui-même, voilà, lui-même, il a écrit en fait un manuel quand il était en thèse, et donc il comprenait très bien la démarche. Et il m'a dit, voilà, je pense que quand il m'a pris en postdoc, c'était pas pour me demander là maintenant d'être productif, mais plutôt c'était une manière d'influencer un futur collègue, je pense. Ouais, c'est d'emmener un futur collègue comme moi vers son domaine, et en ce sens, ça a réussi. Donc, c'est-à-dire que là maintenant, quelque part pour lui, c'est banco. Il m'a laissé faire une thèse. Ensuite, bon, j'ai bien travaillé pendant le postdoc quand même. Et maintenant, j'ai des étudiants et je leur dis, vas-y, on va travailler sur des sujets qui me tiennent à cœur, mais avec des outils qui sont un peu cohérents avec ceux que lui fait aussi. Ouais, vous voyez, c'est un peu ça. Je pense que c'est une démarche. De toute façon, depuis toutes mes interventions, là, c'est un peu ce que je mets en avant, c'est penser le temps long. Et je pense que quand on peut se permettre de penser le temps long, on comprend que même en tant que superviseur de thèse ou de postdoc, en fait, l'intérêt individuel, même égoïste, en fait, c'est de laisser aux gens cette liberté et plutôt de leur donner, voilà, de les influencer plutôt que de les pressuriser comme des citrons parce que ça marche pas. D'ailleurs, en fait, ça marche pas. D'une part, c'est pas très efficace sur le court terme et ensuite les gens partent. Et en fait, voilà, l'intérêt d'un chercheur, c'est que ses élèves restent, c'est que les gens restent et que la communauté vive. C'est pas que tout le monde se barre. Très bien.
Ah, on voit que tu as vraiment essayé de mettre une sorte de continuité dans tout ce que tu fais au quotidien. Et en tout cas, je voulais aussi te remercier parce que moi, en fait, comment j'ai eu l'idée de t'inviter sur l'épisode, c'est parce que on va dire très régulièrement, je consulte ton manuscrit de thèse parce qu'il est vraiment bien écrit. J'ai vu Ça que tu avais marche. plutôt bien aimé ta thèse et tout. Je me suis dit, ça, je vais l'inviter parce qu'en vrai, ça va être un super invité par rapport à tout le contraste des autres. Donc voilà, c'est comme ça que ça arrive. Et même, je continue encore aujourd'hui à aller à lire, tu vois, parce que il se trouve que je travaille sur des problématiques où je Voilà, dois merci utiliser des beaucoup. outils de transport optimal, quoi. Ok. Alors, maintenant, on arrive à la fin de l'épisode. Merci déjà à tous d'avoir témoigné. J'aimerais juste conclure rapidement avec un conseil de chacun que vous donneriez à un doctorant aujourd'hui. Alors, peut-être qu'on peut commencer par Riyad. Alors, moi, j'ai pas vraiment de conseils. Ce que j'aurais aimé qu'on me dise au début de ma thèse, c'est qu'il faut s'accrocher, que ça finit par se finir un jour, et que de toute façon, même pour les pires moments, au bout d'un moment, on a un travail de réécriture qu'on refait de l'histoire, et même ces moments-là ne résistent pas au passage du temps, quoi. Merci Riyad. Passons peut-être à Camille. Oui, alors moi, ça va être très différent. Ce serait plutôt profitez-en. Profitez-en parce que c'est un moment qui passe trop vite. Et il y a tellement de choses à apprendre et à engranger en si peu de temps que c'est que du bonheur. Super, on peut passer à Jean. Ok, alors je triche un peu parce que je veux faire deux conseils. Ah, j'imagine que dans les auditeurs, il y a des doctorants, il y a aussi des gens qui pensent à s'engager en thèse. Tout à Le fait. premier conseil, le plus important, c'est que là, voilà, si vous avez écouté cette heure et demie d'interview, si vous avez surtout écouté les autres interviews faites par Ronnie, vous avez pu rendre compte que la thèse, c'est très très varié. En fait, on ne se rend pas compte, mais le monde de l'académie, il est aussi varié que le monde de l'industrie. C'est pas du tout la même chose de travailler chez Siemens, de travailler chez Google, de travailler dans une petite start-up. Mais quand on est en master, on est très naïf par rapport à ça, je sais, hein. Tout le monde est naïf par rapport à ça. Et on pense que ce qui compte, c'est le sujet. Alors que non, 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 non. Ce qui compte, c'est l'environnement, c'est l'encadrant, c'est qu'est-ce que le labo attend de vous. En fait, c'est exactement comme, voilà, enfin, vous n'aurez pas la même condition en étant dans une startup et en étant chez EDF. Là, c'est pareil. Et donc, il faut absolument, avant de vous engager en thèse, discuter avec des élèves, pas avec le prof, mais avec les élèves du labo que vous songez rejoindre. Ça, c'est enfin, c'est nécessaire. Je le répète tout le temps dans mes cours niveau master. Il y a des élèves qui écoutent, des élèves qui n'écoutent pas, je comprends, ils oublient. Et après, souvent, il y a vraiment, ça fait un peu le cœur, mais ça arrive régulièrement qu'il y ait des élèves qui me disent zut, bah, en fait, c'est un fail, je me suis engagé dans un labo, ça ne va pas du tout, mais c'est trop tard maintenant. J'aurais dû vous écouter. C'est vraiment, vraiment important. En disant pas qu'il y a des endroits qui sont bons, mal, mais juste vous avez votre caractère, vous savez comment vous aimez être encadré, quel type de travail vous aimez faire, renseignez-vous avant. Et le deuxième conseil pour les doctorants, en fait, bah, c'est globalement ce qu'a dit Maria. C'est-à-dire, profitez-en. Je pense qu'il y a un peu un mythe qui est de dire, là, la thèse, c'est dur, mais après, ce sera mieux. C'est pas vrai. Non, non, non. Être chercheur permanent, c'est comme en thèse avec des corvées administratives en plus. Donc, en fait, la thèse, c'est le moment béni, vous n'avez pas les corvées administratives. Donc, en fait, si le moment de la thèse, ça ne vous plaît pas, bah, soit c'est que, enfin, sans doute, il faut essayer de changer d'environnement par rapport à l'encadrant, le sujet, enfin, peut-être il y a quelque chose à faire. Et sinon, c'est peut-être que juste l'académie, ça vous plaît pas. Et donc, il faut surtout pas avaler des couleuvres en se disant un jour je serai prof. Voilà, moi, je connais pas mal en biologie, il y a beaucoup, beaucoup de gens comme ça, enfin, qui font ce calcul en disant mais un jour je serai PI, j'aurai mon labo, ce sera génial. C'est vraiment pas une très bonne idée. Enfin, voilà, enfin, idéalement, il faut que ce soit un beau moment. Je rejoins complètement là-dessus, même si j'ai pas encore fini ma thèse. Et alors, juste, c'est Camille qui disait de profiter. C'est pas grave, mais justement, passons à Maria. Maria, quel conseil tu voudrais donner? Et voilà, alors du coup, moi je pense que ça va être un peu un résumé de tout ce qui a été dit. Moi j'ai dit, l'objectif d'un doctorat, c'est pas la thèse, bah, c'est vous-même en fait. Parce que, ok, oui, on a beau à publier 10 articles, mais personnellement, qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que, voilà, enfin, ok, vous êtes arrivé, peut-être vous aviez le syndrome de l'imposteur. Bah, peut-être à la fin de votre thèse, vous ne l'avez plus. Et voilà, en gros, un peu, je rejoins Camille dans le sens où un doctorat, c'est une épreuve difficile, mais c'est aussi une occasion unique pour apprendre des choses, enfin, pour faire face à ces difficultés et en ressortir avec des nouvelles compétences, que ce soit en lien avec le sujet de thèse ou pas.
ce qu'on appelle les fameuses compétences transversales, et laquelle appelle notamment l'adaptabilité, la flexibilité, l'esprit de synthèse. Ce sont, voilà, au-delà de toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, ce sont vraiment des capacités uniques qu'on a la chance d'acquérir en très peu de temps. Voilà, mais essayez pour ce qui est possible, toujours regarder qu'est-ce que cette expérience vous a apporté en tant que personne. Parce que voilà, finalement, tout ce qui compte, c'est voilà, la vie des psychologues, hein, forcément. Voilà, tout ce qui compte, pour moi, hein, c'est forcément qu'est-ce que nous, on en a retenu en tant que personne. Est-ce que ça nous a fait évoluer? Est-ce qu'on est une personne différente par rapport au début de la thèse? Et c'est valable aussi pour toute expérience, en fait, thèse ou pas thèse. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à Ah, dire. super. C'est marrant ce conseil parce que ça rejoint un peu ce que disait Kamal dans l'épisode 8, que en fait, finalement, réussir Mm. sa thèse, c'est pas juste faire la soutenance, c'est plutôt accumuler toutes les compétences et passer d'un point A à un point B, genre avec qui est assez colossal, quoi. Oui, et surtout faire aussi face à ses propres peurs. Parce que je pense que les gens qui rentrent en doctorat, enfin les doctorants de façon générale, ou ceux qui restent en académique, parfois en fait c'est le moteur enfin le perfectionnisme ou le moteur de comment dire, de l'excellence. Parfois c'est une insécurité personnelle qui nous pousse à toujours demander plus, à toujours vouloir faire mieux, etc. Et il y a un moment donné où c'est important de prendre du recul vis-à-vis de soi et de se dire que ok, oui, peut-être, j'ai pas 10 articles, mais par rapport de là où je suis arrivée, j'ai tellement évolué en tant que personne, je suis plus sûre de moi, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas, parce que ça peut être ça aussi. Je pense que ça, c'est très unique comme apport. Et sur ces belles paroles, nous pouvons conclure l'épisode. Donc j'espère que vous avez appris tout un tas d'informations hyper intéressantes sur le doctorat. Vous voyez que les expériences de chacun ne sont pas tout à fait les mêmes, mais c'est tout à fait normal. On va dire chaque doctorant vit son doctorat de façon complètement différente. Et même si vous prenez 10 doctorants qui ont le même sujet de thèse, je pense que si vous les interrogez, vous verrez pour chacun une expérience différente. Donc en fait, l'expérience de thèse, c'est assez unique. Le but de l'épisode, c'était de vous rendre compte un peu de justement tout ce que vous pouvez ressentir pendant la thèse. Et donc, c'est pour ça que j'avais essayé d'inviter des invités un peu complémentaires dans leur expérience. Et donc, j'espère que là, vous voyez un peu plus clair sur justement l'aventure du doctorat. Et je vous retrouve pour un prochain épisode le mois prochain. À la prochaine! Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode de Thèse, Antithèse, Synthèse. N'hésitez pas à liker l'épisode s'il vous a plu et à donner des commentaires constructifs pour vous en proposer un encore mieux la prochaine fois. Si vous connaissez d'autres personnes qui hésitent à faire une thèse scientifique, n'hésitez pas à leur partager ce podcast.